Si vous téléchargez des modèles d'intelligence artificielle sur Internet, vous avez parfois un avertissement de sécurité qui vous dit « Attention, ce modèle est dangereux ». Mais qu'est-ce que ça veut dire un modèle dangereux et pourquoi il vaut mieux utiliser le format SafeTensor? Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo avec comme toujours des exemples que vous allez pouvoir reproduire chez vous. C'est parti. Avant de voir comment est-ce qu'on peut piéger un modèle, on va déjà essayer de créer un modèle. Donc on va créer un modèle assez simple qui va nous permettre de reconnaître des nombres. On va s'appuyer sur la librairie FastAI. C'est une librairie d'intelligence artificielle qui utilise PyTorch. Et on va utiliser des exemples que vous retrouverez dans le FastAI Book, un excellent tutoriel que je vous recommande chaudement si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle. Vous retrouverez tous les liens dans la description. Donc notre exemple, il va se baser sur des notebooks Jupyter. Qu'est-ce que c'est une notebook Jupyter? Très rapidement, c'est un ensemble de cellules. Et quand je vais exécuter une de ces cellules, je vais être capable d'afficher tout de suite le résultat. L'autre spécificité des notebooks, c'est qu'en réalité, ils sont exécutés sur un serveur. Donc là, je les exécute sur un serveur local, mais vous pouvez les exécuter sur un serveur distant. Ça vous permet d'exécuter, par exemple, du code qui nécessite une grosse charge de calcul, par exemple du GPU, à distance. On voit ici que j'ai mes cellules Python, et chaque fois que j'exécute une cellule Python, vous voyez, là j'ai un tableau, donc je crée un tableau de 1 à 5, je remplis le tableau, et quand j'affiche cette cellule, il m'affiche le résultat. Donc à chaque fois que j'exécute une cellule, le résultat est affiché tout de suite. Donc c'est très pratique pour faire de l'intelligence artificielle, c'est également pratique quand on veut apprendre Python, puisqu'on voit tout de suite ce que donnent les exemples. C'est assez sympa pour faire des scripts. Et vous allez voir qu'on peut afficher toutes sortes de choses. C'est-à-dire que le notebook Jupyter, il est capable de nous afficher toutes sortes de choses facilement sans avoir à créer une interface compliquée. Par exemple des images. Donc la première cellule de mon notebook, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller chercher un ensemble d'images. Des images qui sont dans une librairie qu'on appelle MNIST. Donc le MNIST, en fait, c'est un ensemble de nombres qui ont été écrits à la main. Donc je vous en montre ici quelques exemples. Donc c'est du fond noir avec des nombres en blanc dessus qui ont été écrits à la main. Et on va se servir de ça pour entraîner un modèle d'intelligence artificielle pour lui apprendre à repérer, à lire des nombres qui sont écrits à la main. Donc le Hunter Data, il va aller mettre tout ça dans un dossier qui s'appelle FastAI, que l'on a ici, et dans Data, MNIST, PNG. Le dossier il est divisé en deux choses, vous avez le testing et le training. Donc pour rappel, on va entraîner nos données avec le training. Donc c'est un ensemble de données, donc ici toujours nos fichiers 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc ça c'est les nombres écrits à la main. Et on a un set de tests. Donc le set de tests, il va nous permettre de repérer, de vérifier si notre modèle est cohérent, en comparant les résultats obtenus avec des images qui ne sont pas dans le set utilisé pour l'entraînement. Ça me permet de voir si le modèle généralise correctement et s'il n'est pas bon uniquement sur ce pourquoi il est entraîné. Alors une fois qu'on a fait ça, on va créer un data block. Donc le data block, c'est l'interface qui va nous permettre de récupérer nos données. Donc notre data block, il va utiliser un bloc entrée et un bloc sortie. Donc je vais récupérer des images en entrée et je vais donner des catégories en sortie. Pourquoi? Parce que mon modèle, il va être capable de prendre une image, donc une image comme celle-ci par exemple, et de la ranger dans une catégorie, c'est-à-dire est-ce que c'est un 1, 2, 3, 4, donc ici ce sera 1 par exemple. La fonction utilisée pour transformer nos données d'entrée qui seront des passes, donc en fait ce sera des chemins. Pour transformer ces chemins en images, on utilisera la fonction getImageFile. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans la getItem. Le getY, c'est quand j'ai une image, comment est-ce que je sais dans quelle catégorie la mettre? Ici, ce sera le parent label, donc le nom du dossier parent, qui déterminera à quelle classe, à quelle catégorie appartiendra cette image. Donc là, j'ai un 1, il est dans le dossier 1, donc ça appartiendra à la catégorie 1. Donc il y aura 10 catégories, des chiffres de 0 à 9. On a ensuite le splitter. Alors le splitter, c'est l'objet qui va nous dire comment est-ce que je découpe mon set d'entraînement, donc le set avec lequel on va entraîner nos images, et le set de testing qui sera le set avec lequel on va tester nos images et avec lesquels le modèle n'a pas été entraîné, donc pour vérifier, comme je vous disais, si le modèle généralise bien. Donc là, on va utiliser le grand parent de splitter, donc tout simplement, il va regarder les dossiers, et il va dire, est-ce que le dossier grand-parent, donc le parent du dossier, donc là j'ai mon image 1, elle appartient au dossier 1, elle est dans un dossier qui s'appelle training, vous avez un autre dossier qui s'appelle testing, et donc ces deux dossiers, on donne les noms ici, donc ça lui permettra de dire, ok, donc ce qui est dans le dossier training, ce sera mon set d'entraînement, et ce qui est dans le dossier testing, ce sera mon set de validation. On va ensuite créer un data loader, donc c'est le data loader qui va charger les données pour les envoyer dans le modèle au moment de l'entraînement.
Donc notre data loader, on va lui donner un pass. Le pass, c'est le pass de base qui est ici. Donc on voit que tout ça, le data block, ça forme la structure de ce qui va être capable de charger les images. Et ensuite, on va lui faire charger les images. Et ensuite, je donne un batch size de 256. Alors je ne vais pas m'étendre sur ce que c'est le batch size. C'est en gros la taille du set qu'on utilise pour entraîner nos données. C'est-à-dire qu'on ne prend pas forcément toutes les données, on va prendre 256 images pour entraîner nos données. Et ensuite, on va faire un show batch. Donc là, c'est là où on voit tout l'intérêt des notebooks Jupyter. C'est qu'au moment où on va faire notre show batch, ça va nous afficher des images, et les images vont être affichées directement dans le notebook. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour faire du scripting rapidement, pour faire des tests, etc. Donc là, on voit les images qui sont affichées avec leur catégorie. Donc ça, c'est la catégorie qui leur est découverte. On n'a pas encore entraîné de modèle, donc ça, c'est vraiment la catégorie auquel on sait qu'elles appartiennent. On a le 3, c'est un 3, là, c'est un 2. Bon, ça commence à être un petit peu chaud à lire. Là, c'est un 9, donc c'est vrai qu'il y a quand même des chiffres qui sont assez ambigus. Là, c'est un 5, un 4, un 8, etc. Donc nous avons tous ces chiffres-là, donc on peut voir un petit peu grâce à la méthode showbatch que nos images ont l'air correctes. Hein. Alors évidemment, ça c'est toute petite partie du set d'entraînement, puisqu'il y a énormément d'images pour faire l'entraînement. Ensuite, on va aller chercher, on va créer un modèle de Vision Learner, donc là j'utilise vraiment la FastAI. Donc je vous renvoie au tutoriel, parce que je ne voudrais pas rentrer dans un tuto d'intelligence artificielle, puisqu'on s'intéresse vraiment à l'export du modèle, mais je pense que c'est important de comprendre comment ça fonctionne. On va se baser sur un réseau qui s'appelle le ResNet. Donc en fait, on va prendre un modèle de computer vision et on va le réentraîner, on va l'entraîner avec ces images-là. Donc on a un modèle qui est déjà entraîné à faire de la reconnaissance d'images et ensuite on va le réentraîner pour reconnaître nos nombres. Donc on se base sur ce modèle existant, on choisit une métrique, donc la métrique c'est ce qui va nous permettre de savoir si notre modèle fonctionne, et on va lui donner notre data loader pour faire un vision learner. Ensuite ce vision learner, on va aller chercher le meilleur learning rate, donc le learning rate c'est le pas vers lequel on va essayer de s'approcher de notre solution initiale. Donc on a des méthodes pour chercher le learning rate. Donc ici on va utiliser LRFine, donc je ne vais pas non plus rentrer dans la théorie de ceci. Il me donne plusieurs points sur ma droite et on va prendre le point qui est entre ces deux points. Donc là on voit que le learning rate il devient de plus en plus pertinent, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir la loss fonction, la fonction de perte la plus basse possible. On voit qu'elle est la plus basse ici, donc on va choisir un learning rate qui est par ici pour s'approcher au maximum de notre loss. Le loss, c'est la fonction de perte, c'est-à-dire que c'est la fonction qui nous dit à quel point notre modèle fait encore des erreurs. Donc là, je vais pouvoir passer à la phase d'entraînement, donc je vais faire un fine-tune sur mon modèle. Donc je vais commencer à entraîner mon réseau de neurones. Donc je vais lui soumettre les images, et à chaque fois, je vais regarder s'il se trompe ou s'il ne se trompe pas, et je vais pousser le réseau de neurones à aller vers une configuration où il ne se trompe pas. Donc si vous avez peu de connaissances dans l'entraînement du réseau de neurones, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on utilise une fonction qui s'appelle le gradient. Et ce gradient, c'est un petit peu comme une dérivée, et puis on va s'arranger pour le faire converger vers la solution pour laquelle l'erreur est la plus faible. Donc c'est des maths, c'est plutôt de la dérivée. Et donc je fais converger petit à petit mon modèle. On le voit ici, puisque j'ai mon train loss. Alors là, ici, c'est la fonction de perte que j'ai d'entraînement. On voit que ça baisse, donc ça c'est très bien, puisque la fonction de perte, en fait, c'est le taux d'erreur. Et on voit qu'il baisse aussi sur mon set de validation, donc ce qui est une bonne chose aussi, puisqu'on n'est pas entraîné avec le set de validation. Et le taux d'erreur, là, c'est vraiment le taux d'erreur tel qu'il est lu directement, en comparant si les nombres correspondent. Donc j'ai fait 7 passes, j'en avais fait un petit peu plus au moment où j'ai commencé à entraîner ce réseau de neurones, mais je me rendais compte qu'on avait beaucoup d'overfitting. Donc l'overfitting, c'est quand vous allez récupérer, vous allez être très bon sur votre set d'entraînement, mais pas beaucoup sur les autres. Donc en fait, c'est pas le but, puisqu'on a besoin que le réseau de neurones il généralise. Donc je vais faire mon entraînement, et une fois que j'ai terminé mon entraînement, je vais pouvoir regarder un petit peu si mon modèle est pertinent, et ensuite on va pouvoir l'exporter. Donc j'ai terminé l'entraînement de mon réseau de neurones, je vois que ma fonction de perte, elle a bien baissé, mon taux d'erreur a baissé aussi, et donc là je suis à moins de 1% d'erreur, donc ça c'est pas mal. Et on voit que mon set de validation, avec lequel je n'ai pas entraîné mon modèle, lui aussi, j'ai un taux d'erreur qui est à peu près de 2%, ce qui n'est pas trop mal. Je vais maintenant regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de mon modèle. Donc je vais faire un top loss. Le top loss, en fait, on va regarder les valeurs pour lesquelles on n'a pas trouvé les bonnes réponses. Donc là, c'est ce qu'on a prédit. Par exemple, là, j'avais prédit un 7, mais en réalité, c'est un 2. Donc on voit quand même que ça tombe sur des chiffres qui sont plutôt mal écrits. Ici, on a confondu un 6 et un 5. C'est vrai que c'est un 5 qui ressemble quand même beaucoup à un 6. Là, on a prédit un 3. Bon, effectivement, pourquoi pas. C'est vrai que ça ressemble plus à un 5.
Mais on voit que c'est quand même des nombres qui sont assez difficiles. On va maintenant regarder notre matrice de confusion. Donc la matrice de confusion, c'est une matrice qui va nous permettre de regarder globalement si notre modèle a des choses pertinentes en un seul coup d'œil. Alors comment est-ce qu'on voit ça? On voit qu'ici on a ce qu'il fallait prédire et ce qui a été prédit. Donc quand vous avez correctement prédit, vous êtes sur la même ligne. Par exemple, si là j'ai un 4, j'ai prédit un 4 alors qu'il fallait prédire un 4. Et vous avez un code couleur qui vous permet de retrouver est-ce que c'est pertinent ou pas. Donc là, on voit qu'on a un modèle qui se comporte plutôt bien. Donc on a ici et là sur notre matrice de confusion des confusions, justement. Mais on n'en a pas tant que ça, donc on a un modèle qui fonctionne plutôt bien. Donc maintenant que j'ai créé mon modèle, que j'ai un modèle entraîné, la question va se poser, comment est-ce que je vais faire pour le partager avec d'autres personnes, pour que d'autres personnes ou qu'un programme puisse l'utiliser. Donc là, on va utiliser la fonction par défaut, c'est le learn.export. Ce learn.export, il va me créer un fichier export.pkl, et c'est ce fichier que je vais pouvoir réutiliser plus tard dans un autre script. Donc en partageant ce fichier, je partage mon modèle et je permets à un autre système d'utiliser mon modèle. Donc on va chercher ce fichier export.pkl, on va le charger avec la fonction loadLearner. On va recréer le modèle tel qu'on l'avait tout à l'heure dans notre script en se basant sur ce fichier. On va ensuite charger les fichiers qui sont dans le dossier test. Ici, on va récupérer les images. Donc je vais aller chercher les images qui sont dans le dossier test. Et ensuite, je vais utiliser je vais afficher une image, et pour chacune, je vais afficher la prédiction de cette image. Donc on va regarder ce que ça donne, ce script. Voilà, en fait, je fais une boucle. Je fais une prédiction, donc je fais un learn.predict. Je lui dis, voilà, pour cette image, estime quel chiffre tu estimes que c'est. Et je vais afficher l'image, et dessus, je vais afficher la prédiction. Donc c'est ce qu'on voit ici. Alors on va essayer de le mettre un petit peu plus gros quand même. Voilà. Donc là, vous avez chaque image et vous avez la prédiction qui en a été faite ici. Donc on voit que la prédiction n'est pas trop mauvaise. Là, notre modèle, il s'est plutôt bien débrouillé. Donc ça, c'est des images que j'ai dessinées moi-même avec un genre de paint. Donc j'ai pris le même format d'image, c'est du 28 par 28 pixels. Et on a bien fait attention à prendre un fond noir à prendre du blanc sur un fond noir, puisque c'est avec ça que le modèle a été entraîné. Petite anecdote intéressante d'ailleurs, vous remarquerez que j'ai un jeu d'images de test qui sont elles blanches sur fond noir, et si vous mettez l'option recurse ici, donc là je vais le mettre à true, je vais rejouer ceci, on va regarder comment se comporte le modèle avec des choses qui sont inversées. Et là c'est intéressant, on voit que le modèle est complètement dans les choux, simplement quand on inverse les couleurs. Alors qu'un cerveau humain, lui, n'aurait pas forcément de mal à savoir que cette forme-là, c'est la même forme que celle-ci. C'est là qu'on voit les limites de ce type de modèle d'intelligence artificielle par rapport à un cerveau humain qui a énormément de capacités, qu'il est très difficile de mettre dans un système d'intelligence artificielle. Ici, on a entraîné notre modèle uniquement avec du fond noir, et on voit que sur fond blanc, il se débrouille très très mal. Donc ça se passe plutôt bien, notre modèle est chargé, donc j'ai pu le partager avec un fichier, et donc je peux créer une application qui utilise ce modèle. Alors pour illustrer les risques qu'on peut avoir avec ce type de modèle et comment est-ce que ça peut être exploité, on a créé une petite application qui fonctionne avec Gradio. Donc Gradio, pour rappel, c'est un petit serveur qui va nous permettre de tester des applications d'intelligence artificielle rapidement. Donc on va déployer cette application qui, a priori, est probablement inoffensive. Du moins, elle n'a pas forcément l'air dangereuse comme ça. On a deux parties dans notre application. On va d'abord charger un modèle et ensuite on va prédire. Donc je vais commencer par aller chercher un modèle. Donc j'ai pris mon fichier export.pickle, je le soumets pour que le modèle soit chargé. Voilà, il me dit OK, le modèle a été chargé. Puis maintenant je vais utiliser une image et je vais regarder ce qu'il me prédit pour cette image. Donc là par exemple j'ai chargé un 4. Donc je lui soumets ce 4 et je vois que ma prédiction est bonne. Donc ma petite application elle est très pratique puisque je vais pouvoir lui soumettre des modèles et les faire fonctionner. On pourrait imaginer ça dans un contexte où on a des modèles, on veut voir si ces modèles fonctionnent. On utilise l'application et l'application elle est sur un serveur avec du GPU. Donc je vais pouvoir avoir rapidement une réponse à ma question donc, pour tester si mon modèle est pertinent. Ok, donc avant d'aller plus loin, on va regarder comment ça fonctionne notre export. Donc on va retourner sur notre notebook, et là j'ai été récupérer le code de la fonction export tel qu'on l'a utilisé tout à l'heure pour exporter notre modèle.
on se rend compte que notre fonction export, elle utilise torch.save. Et on voit quelque chose d'intéressant, c'est le pickle module ici. Donc on parle de pickle. Alors voyons voir ce que c'est en regardant dans la documentation. Si vous avez regardé la vidéo précédente sur la désérialisation, que je vous conseille d'aller regarder si vous voulez bien comprendre les dangers de la désérialisation, on voit dans la doc que nous avons le torch.save qui utilise un objet sérialisé, donc il va sérialiser notre modèle. Notre modèle, une fois sérialisé, avec la fonction pickle, sera stocké dans un fichier. Et ensuite, on a le torch.load qui, lui, va utiliser, il va faire l'opération inverse, donc il va prendre le modèle sérialisé et il va effectuer la désérialisation. Donc pour rappel, le pickle, c'est une fonction de sérialisation, c'est-à-dire qu'on va transformer un objet Python en une structure de données qu'on va pouvoir stocker dans un fichier. Donc ici, c'est le fichier export.pkl que l'on retrouve ici une fois qu'on a fait notre export. Là. Et on a la fonction torch.load qui va faire la désérialisation, et on sait qu'il existe des formes de sérialisation et de désérialisation qui sont dangereuses, et le pickle en fait partie. Le pickle en fait partie, vous avez un warning ici si vous regardez dans la documentation Python. Le pickle module is not picture, only unpickle data you trust. Donc ça c'est important, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais être en mesure de sérialiser un modèle, et en sérialisant ce modèle, mais avec du code malveillant, quelqu'un qui va utiliser ce modèle pourra peut-être le désérialiser et donc exécuter le code. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors on va voir ce que notre export.pkl a dans le ventre. Alors on va commencer par faire un file de export.pkl. Voilà, on voit que c'est un zip. Alors on va faire un unzip de ce fichier. Donc je vais faire un unzip de l'export. Voilà, et je vais mettre ça dans mon dossier thème pour ne pas polluer mon projet. Alors je vois que ça m'a extrait pas mal de fichiers qui sont contenus dans ce zip. Donc ça veut dire qu'au moment où on fait le load, on va probablement charger ce zip. Donc j'ai mon dossier export et dedans j'ai des datas. Donc on va tout de suite aller dans ce dossier export. TMP export. Voilà, donc on voit qu'il y a un byte order, il y a un dossier data. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier data? En réalité ce dossier data il contient les vecteurs. Donc, pour rappel, un réseau de neurones c'est une grande matrice avec des vecteurs d'entrée, donc vous allez transformer votre image en un vecteur, et ensuite vous allez récupérer un vecteur de sortie, donc là notre vecteur de sortie ça va être les catégories à laquelle appartient l'image, donc la catégorie à laquelle appartient l'image. Donc c'est une grande matrice, et donc cette matrice est stockée de façon numérique dans ces poids que l'on retrouve ici. Donc tout ça c'est la configuration de notre réseau de neurones, donc c'est ce qui est le plus intéressant puisque c'est ce qu'on obtient en l'entraînant. C'est là qu'on voit la valeur que peut avoir une donnée, puisque sinon, dans l'absolu, le fichier est le même. Alors, on voit qu'on a ce fichier data.pkl aussi, ici. Donc, si je fais un file de ce data.pkl, je vois que c'est quelque chose de data. Donc, c'est de la donnée binaire. On n'a pas reconnu forcément de format de fichier, mais vu que ça s'appelle pkl, on peut se dire qu'il y a probablement du pickle derrière, comme nous indique la documentation. Donc, on va vérifier ce point-là tout de suite. Donc, on va faire une console Python. On va ouvrir le fichier, alors data.pkl, alors je vais l'ouvrir en read et en binary, as f, voilà, je vais faire import pickle, j'aurais pu le faire avant mais ça c'est pas grave, je vais faire un result égal pickle.load, donc je vais charger le contenu du fichier que j'ai lu, et je vais faire un dir de result pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors il me dit qu'il ne trouve pas le module qui est nommé FastAI, donc il a été chercher quelque chose du FastAI, donc ça veut dire qu'il a tenté de faire une désérialisation de quelque chose qui est contenu dans FastAI, mais comme FastAI n'est pas chargé dans ma console Python, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai essayé la même chose sur un script en important le FastAI, mais il y a encore un petit problème puisque j'ai une erreur. Il n'y a pas de persistent load fonction qui est spécifiée, mais ça montre quand même qu'il y a eu une désérialisation qui a été effectuée au moment où j'ai désérialisé ceci. Donc on peut imaginer que quand on utilise un format de ce type-là, donc un format avec notre zip export, le data.pickle et ensuite la data, elle est probablement désérialisée. Alors j'ai repris l'exploit de la vidéo précédente sur la désérialisation qu'on avait utilisé pour faire nos démonstrations. Donc c'est tout simplement une classe qui s'appelle RCE
qui, quand elle va être désérialisée avec le pickle, c'est cette méthode reduce qui va être appelée, et on va lui dire, bah tiens, tu exécutes la commande qu'on va te donner. Donc je vais créer un fichier danger.pickle avec cette commande, donc quand il va être désérialisé, il va exécuter cette commande, et pour démontrer l'exploitation, on va utiliser la commande GNOME Calculator. Dans la commande GNOME Calculator, et bien tout simplement, elle va nous ouvrir la calculatrice. Donc on va voir si la calculatrice s'ouvre, c'est que le code qui a été mis dans mon payload s'est exécuté. Vous imaginez bien qu'un attaquant, il va mettre du code beaucoup plus dangereux, il va créer un code qui va aller télécharger sa backdoor sur Internet, et ensuite il va commencer à attaquer votre système, votre serveur ou votre machine. Donc c'est ce petit bout de code qu'on va utiliser, ça va créer notre fichier, et ce fichier, quand il va être désérialisé, va exécuter le GNOME Calculator, donc lancer la calculatrice. Alors maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir reconstruire un modèle avec mon danger.pkl. Alors je vais retourner dans mon export, et je vais remplacer le data.pkl par le fichier danger.pkl. Voilà, donc je vais l'écraser. Ok, et maintenant il ne me reste plus qu'à faire un zip. Donc, je vais faire un zip, je vais l'appeler export danger. Voilà. Et je vais regarder ce qui se passe quand je charge ce modèle. Donc maintenant j'ai un export dangereux, donc j'ai piégé un export en remplaçant le pickle par un pickle avec un payload. Donc avec un payload de ce type. Et on va regarder ce qui va se passer, par exemple, dans notre application de test des modèles. Alors on va dropper le fichier dedans. Donc là, j'ai chargé mon fichier export danger.pkl, je vais le soumettre. Et on voit que quand le modèle s'ouvre, il m'ouvre la calculatrice. Donc le code qui est dans mon payload a bien été exécuté, il a lancé la commande GNOME Calculator, et donc ça a ouvert la calculatrice. Donc le code qui est à l'intérieur de mon modèle a été exécuté, et il a été exécuté depuis le serveur. Donc là, le serveur, il est sur ma machine, donc c'est ma machine qui l'exécute. Mais si on est sur un serveur distant, eh ben c'est ce serveur distant qui va exécuter ce code. Et ça va nous permettre de prendre la main sur le serveur. Alors on voit que là, le processing, il continue indéfiniment, puisqu'il n'arrive pas à charger le modèle, c'est normal, j'ai juste mis un payload. Après, on pourrait imaginer des modèles qui fonctionnent, mais qui sont en même temps piégés et qui exécutent du code. Donc c'est pour ça que les modèles en PKL sont fortement déconseillés, et que si vous en téléchargez un chez vous et que vous l'exécutez chez vous, vous allez peut-être exécuter du code malveillant. On va faire la même expérience avec notre script test model. Donc il va charger le modèle avec la fonction loadLearner, donc on va utiliser notre fichier export danger, qui est censé nous ouvrir la calculatrice. Et on voit que la calculatrice s'ouvre, donc le code de export danger, en passant par la fonction loadLearner, a bien été exécuté. Et on va d'ailleurs voir que quand je ferme la calculatrice, on se rend compte que on a bien fait une exécution de code arbitraire avec un système.commande, puisqu'on reconnaît l'objet int. int, c'est le code de retour de la commande qui a été renvoyé par la fonction, alors que notre learner, il attendait un objet qui avait un attribut DLS, donc le DLS c'était le data loader. Donc en fait, il attendait bien une sérialisation de notre modèle. Maintenant qu'on comprend mieux comment fonctionnent les modèles qui sont basés sur le pickle, on comprend mieux le danger qu'il y a derrière. Ce n'est pas le fait d'utiliser ce modèle si ce modèle n'a pas de charge virale, c'est vraiment le fait de télécharger un modèle qui contiendrait une charge virale qui aurait été mise par une tierce personne sur ce modèle, qui est dangereux. Donc l'utilisation des modèles pickle, c'est pas dangereux si vous l'exportez et que vous le réutilisez chez vous. Par contre, c'est dangereux si vous en récupérez un sur Internet et que ce modèle n'est pas sûr, notamment si vous faites ça dans votre entreprise. Ok, donc comment est-ce qu'on va remédier à ça? Comment est-ce qu'on va éviter qu'en ouvrant un modèle, il y ait un risque d'exécution de code si le modèle a été vérolé par un acteur malveillant? On va regarder un petit peu la documentation, et on va voir qu'il y a une autre piste qui nous est proposée par la documentation de PyTorch. C'est l'option du SafeDict et les wait only. Alors wait only, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va d'abord créer notre modèle, on va le créer vide, untrained, donc il n'est pas du tout entraîné, donc c'est comme si on venait de le créer, c'est comme si on était dans ce bout de code. C'est-à-dire on crée notre Vision Learner, mais on ne l'a pas du tout encore entraîné, on n'est pas passé par le fine-tune. Et donc, une fois qu'on aura créé ce modèle, on va sauvegarder uniquement la configuration des poids, c'est-à-dire l'entraînement du modèle. Donc pour rappel, un modèle c'est une grande matrice, et en fait tout l'entraînement consiste à déterminer quels seront les poids de la matrice. C'est ça que fait le fine-tune, c'est-à-dire qu'il va nous permettre de déterminer quel poids, à quel endroit de ma matrice, et donc c'est ça qu'on va sauvegarder.
Donc en fait, c'est ça qu'on va sauvegarder, c'est le data. Donc c'est la configuration, les valeurs que l'on va mettre dans cette matrice. Alors si on regarde un petit peu encore la documentation, on voit la sortie que ça donne, et on utilise ici le modèle VGG16, donc il est déjà prêt, donc c'est un modèle qui a déjà été créé. Mais si on regarde un petit peu comment est-ce qu'il a été construit, sans rentrer dans la manière dont on crée un modèle de réseau de neurones, on voit qu'il y a quand même un grand nombre de couches dans ce modèle, avec un grand nombre de tailles différentes, etc. Donc si on a l'instruction qui existe déjà, c'est parfait. Mais si on a déjà créé notre modèle, bah c'est là qu'on se rend compte que l'option du pickle était quand même très pratique, parce que j'aurais pu prendre toute cette série d'objets et les sérialiser d'un coup. Là, je suis obligé de demander à la personne qui va charger le modèle de recréer ceci. Donc ça va être un petit peu plus compliqué. Mais par contre, je suis complètement safe, puisque ce ne sont que des valeurs, et il n'est pas possible d'injecter ici, c'est que des nombres, donc on va pas pouvoir injecter de payload, du moins à ce jour, on ne connaît pas moyen de le faire. Là, vous voyez, c'est simplement des valeurs binaires qui sont dedans. Donc vous voyez, par exemple, là, j'ai fait un torch save de learn save dict, et ça m'a créé un fichier qui s'appelle state.pth, et donc ce fichier state.pth, on va regarder ce qu'il y a dedans, et il n'y a que de la data. Donc c'est vraiment de la donnée brute, on a sauvegardé le dictionnaire avec de la donnée brute, on n'est pas face à un zip avec un pickle à l'intérieur, ou quelque chose comme ça. Et pour s'en assurer, je peux faire un strings sur ce fichier. Donc string, ça va chercher des chaînes de caractères qui seraient présentes en clair dans le programme. Donc par exemple, s'il y avait un pickle, on retrouverait des chaînes de caractères dans le programme. Et bien ici, il n'y en a pas. Qu'est-ce que ça aurait donné d'ailleurs si c'était sur le pickle? Et bien on va faire la commande tout de suite. Vous voyez, là je fais un string sur le data.pkl qu'on a exporté tout à l'heure. Et là, par contre, je vais reconnaître qu'il y a pas mal de chaînes de caractères, ce qui nous montre qu'il y a quelque chose, un format qui se passe derrière. Donc là, on est sur du format pickle, ce qu'on n'a pas du tout avec ce format. Donc ça nous montre quand même que ce format ne contient pas au moins de pickle, et comme il contient que des nombres qui va être encodé, ça pose pas de problème sécurité, du moins pas de problème connu à ce jour. Alors le format qui va nous intéresser, ça va être le SafeTensor. Donc il fonctionne sensiblement de la même façon, mais il a une particularité intéressante, c'est qu'il va être compatible avec les autres formats, avec d'autres frameworks. Donc là, il est compatible avec PyTorch, mais aussi on peut utiliser d'autres frameworks tels que TensorFlow. Donc on va pouvoir faire des modèles qui sont interopérables. Alors comment ça fonctionne? On télécharge la librairie SafeTensor, et SafeTensor est là un module PyTorch. Ce n'est pas PyTorch qui embarque à ce jour la librairie de SafeTensor. Ensuite, on a des méthodes de save, des méthodes load, donc ça c'est plutôt classique, et on va voir tout de suite comment ça fonctionne. Petit détour pour voir comment est formé le modèle de fichier. Le modèle de fichier, c'est un modèle à en-tête, donc on a la taille d'un en-tête ici, ça va nous permettre de découper le fichier comme ça. Notre en-tête est en JSON, donc comme vous le savez, le JSON est un format safe au niveau de la désérialisation, donc il n'y a pas de possibilité à travers l'implémentation de JSON de faire de l'exécution de code par exemple, ou d'autres problèmes de sécurité. Donc en JSON, on va encoder les différents pointeurs, en fait c'est des pointeurs, on va dire voilà, à tel endroit du fichier, vous avez telle donnée, et donc on a les offsets qui vont nous dire, ici j'ai une liste de tel nombre, tel nombre, tel nombre, et on va encoder les tenseurs de cette manière-là. Donc tout notre modèle va être encodé de cette manière-là. Donc je vous ai préparé un bout de code pour voir comment ça fonctionne. Donc ici on a notre digit.safetensor qui a été sauvegardé. Donc on a sauvegardé notre modèle avec la librairie SafeTensor Torch. Et ensuite notre modèle, ici dans le fichier test_safe_model. Et ce modèle, on va pouvoir le charger pour le réutiliser de la même façon que tout à l'heure. Alors ce qu'on remarque déjà en premier, c'est que j'ai eu la nécessité de recréer mon modèle. Il a fallu que je recrée complètement mon modèle, notamment avec le datablock, et que je crée un Vision Learner. Donc là, j'ai des petites choses en trop, il n'y aurait peut-être pas eu besoin de mettre le pass, etc. Mais pour recréer le modèle avec la librairie FastAI, c'est l'exemple le plus simple que j'ai trouvé. Donc une fois que j'ai créé mon modèle, je passe dans la fonction load model, et je charge le modèle en lui passant déjà un modèle non entraîné, un modèle vide, puisque à ce stade-là, mon modèle était non entraîné. Nous étions avant l'instruction qui arrive ici, le fine-tune. Donc avant le fine-tune, notre modèle est vide, il ne sait pas faire ce qu'on lui a demandé de faire, puisqu'il n'est absolument pas entraîné. Et ensuite, je vais passer au chargement, donc je vais configurer le modèle de manière à ce qu'il charge son entraînement. En fait, c'est l'entraînement qu'on a sauvegardé, et je vais pouvoir utiliser mon modèle. Donc ça, on fait comme on l'a fait tout à l'heure. On charge le modèle, et une fois que le modèle est chargé, on lui demande de reconnaître quelques images qu'on lui a données. Voilà, donc mon modèle est chargé, donc il reconnaît correctement les images. Là, on voit qu'il ne s'est pas trompé. Et voilà.
Les 8 sont bien des 8, les 3 sont bien des 3, etc. Donc le modèle a été chargé, et ce modèle ne permet pas de faire d'exécution de code, puisqu'il ne contient pas de pickle, donc il porte bien son nom, il est safe. Il contient des tensors, donc ça tombe bien, il s'appelle safe tensor. Donc c'est pour ça qu'on a ces modèles qui s'appellent comme ceci, et qu'on va pouvoir les partager à travers Internet. On va pouvoir surtout les charger sans se demander s'il y a une charge malveillante dedans, puisqu'aujourd'hui il n'est pas possible de mettre une charge malveillante dedans. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la suite. On va continuer à parler d'intelligence artificielle parce que personnellement, j'ai beaucoup de plaisir à partager ça avec vous, puisque je passe beaucoup de temps à découvrir l'intelligence artificielle. C'est vrai que c'est un topic qui est très nouveau, extrêmement intéressant. Mais on va aussi continuer à parler de conteneurs, de Kubernetes et de tout ce qui va aller autour de nos applications, même quand il y a de l'intelligence artificielle dedans. À bientôt.